Le vent d'automne transportait l'odeur des pins et de la neige lointaine, tandis que Jed Halverson guidait son cheval sur le sentier de montagne menant à Cedar Ridge. Il n'avait pas mis les pieds dans cette petite ville minière depuis près de 3 mois et ne serait pas là aujourd'hui si SES Provisions dans sa cabane n'était pas en train de s'épuiser. Sel, farine, café, les produits de première nécessité dont même un homme qui avait choisi la solitude ne pouvait se passer. À 42 ans, Jed avait une silhouette imposante sur fond de peupliers jaunissants. Sa barbe, autrefois d'un noir froid, présentait désormais des mèches argentées qui reflétaient le soleil de fin d'après-midi. Esseuses, larges épaules remplissaient une veste en peau de daim usée, et mains, marquées par des années de piégeage et de travail sur cette terre impitoyable, tenaient les rênes avec une aisance acquise par l'habitude. Ceux qui l'avaient connu avant que Sarah ne meure de la fièvre 6 hivers plus tôt, disaient qu'il avait vieilli d'une décennie rien que pendant cette première année. Aujourd'hui, la plupart des habitants de Cedar Ridge avaient oublié à quoi ressemblait son sourire. La ville apparut au détour d'un virage, avec bâtiments en bois brut blottis contre le flanc de la montagne, comme des moutons cherchant un abri. De la fumée s'élevaient des cheminées, et le bruit lointain du marteau d'un forgeron résonnait sur les parois du canyon. Jed rabattit son chapeau sur ses yeux, espérant pouvoir vaquer à ses occupations sans avoir à faire la conversation. Mais alors qu'il s'approchait du magasin général, une agitation inhabituelle attira son attention. Une foule s'était rassemblée près de la place du village, composée principalement d'hommes, dont les voix mêlaient amusement et quelque chose de plus sombre. Jed avait l'intention de passer son chemin, mais son cheval, sentant l'hésitation de son cavalier, ralentit pour marcher au pas. « Allez, messieurs !» dit une voix qui couvrait le murmure. « Il y a sûrement quelqu'un ici qui a besoin d'une femme à la maison. Elle est forte comme un bœuf et 2 fois plus utile. » L'orateur se tenait sur une estrade de fortune. En réalité, il s'agissait simplement de quelques planches posées sur 2 tonneaux. Howard Briggs, si la mémoire de Jed était bonne. Un homme qui vendait du bétail, des chevaux et, apparemment aujourd'hui, quelque chose de complètement différent. À côté de lui, une silhouette se tenait immobile. Un sac de céréales lui recouvrait la tête. Les mains étaient liées devant elle. « Elle n'est pas très belle à voir, » continua Briggs, avec un rire aussi aigu que du verre brisé. « Mais elle travaille dur. Je ne peux pas promettre qu'elle sera d'agréable compagnie, mais pour le bon prix, c'est à vous de régler ces problèmes. » La foule s'agitait, mal à l'aise. Certains hommes riaient, d'autres détournaient le regard. Quelques femmes au bord de la rue resserraient leurs châles et passaient rapidement, le dégoût clairement visible sur leur visage. « Quelle est son histoire ?» demanda quelqu'un. Briggs cracha du jus de tabac depuis l'estrade. « Disons que c'est une erreur qui doit être corrigée. L'arrangement précédent n'a pas fonctionné. L'homme qui l'avait réclamé a décidé qu'elle ne valait pas la peine. Trop sauvage, a-t-il dit. Bizarre, mais bon, les goûts et les couleurs. » Il laissa cette phrase déplaisante flotter dans l'air. La silhouette sous le sac se redressa à ce mot, les épaules carrées malgré l'humiliation. Ce petit geste de défi attira l'attention de Jed et la retint. « $5 » cria quelqu'un, plus par provocation que par offre sérieuse. « $5 pour une femme qui peut travailler du matin au soir. Vous m'insultez, monsieur. Elle n'est peut-être pas très belle, mais elle a un dos solide. »« Alors pourquoi le sac, Briggs ?» demanda une autre voix sceptique. « Si elle travaille si bien, voyons CE que nous achetons. » « Les conditions de vente, » dit rapidement Briggs. L'ancien propriétaire a insisté. Il a dit que c'était mieux pour tout le monde ainsi. Faites-moi confiance, messieurs. Vous ne l'achetez pas pour son joli visage. Les rires qui suivirent provoquèrent un pincement au cœur chez Jed. Il avait vu beaucoup de cruauté au cours de sa vie, mais vendre une femme comme du bétail, la garder encapuchonnée comme un secret honteux, cela le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. « $3 » proposa quelqu'un sans conviction. « 2 » compta un autre. « Et c'est généreux pour une marchandise endommagée. » Les mains de la femme se crispèrent en point. Même à distance, Jed pouvait voir le blanc de ses jointures, le tremblement qui pouvait être de la rage ou de la peur, ou les deux. « Messieurs, je vous en prie. » Briggs commençait à s'énerver. « C'est une femme chrétienne. Elle sait lire et écrire. Elle sait cuisiner et tenir une maison. Si elle est si douée, pourquoi est-elle ici ?» Le forgeron, Samuel Morrison, s'était joint à la foule.
son tablier de cuir encore sale du travail. C'était l'un des rares hommes honnêtes de Cedar Ridge, et son ton trahissait sa désapprobation. « CE n'est pas juste, Briggs, et tu le sais. Le bien ou le mal ne me concerne pas, » rétorqua Briggs. « Je ne fais que faciliter une transaction, légale et appropriée, avec des papiers pour le prouver. » Il agita un document en l'air. « Maintenant, ai-je des offres sérieuses ou dois-je l'emmener dans la ville voisine ?» La foule commença à se disperser, l'intérêt s'estompant. Certains murmuraient que tout cela était inconvenant. D'autres firent des blagues grossières qui portèrent sur le vent. La femme sur l'estrade vacilla légèrement, et Jed se demanda depuis combien de temps elle était là, exposée comme une marchandise dans une vitrine. « Une fois !» cria Briggs, la voix teintée de désespoir. « 2 fois, tant $. » Les mots sortirent de la bouche de Jed avant même qu'il ait pris la décision consciente de parler. La foule se retourna, surprise de voir l'homme des montagnes, qui parlait rarement à qui que CE soit, et encore moins s'impliquer dans les affaires de la ville. Les yeux de Briggs s'illuminèrent de soulagement et de cupidité. « $10 pour M. Halverson. Voilà qui est mieux. Est-ce que j'entends $15 ?» Le silence s'étendit sur la place. Les hommes qui, quelques instants auparavant, plaisantaient, se mirent à examiner leurs bottes ou à trouver des affaires urgentes à régler ailleurs. « Vendu !» Briggs frappa du poing dans sa paume. « À Jed Halverson pour tant $. Venez récupérer votre achat, monsieur. » Jed descendit lentement de cheval, ce mouvement délibéré. Il sortit l'argent de son manteau, la majeure partie de CE qu'il avait apporté pour s'approvisionner, et gravit les marches de l'estrade. De près, il pouvait voir que la femme était grande, presque aussi grande que lui. Le sac grossier masquait ses traits, mais sa posture en disait long. Malgré tout, elle se tenait avec une dignité que les circonstances ne pouvaient lui ôter. « Les papiers » dit Jed doucement. Briggs lui tendit le document avec un soulagement évident. « Elle est à vous. Bonne chance avec elle. Vous en aurez besoin. » Il se pencha vers lui et baissa la voix. « Un conseil. Gardez le sac jusqu'à CE, que vous soyez bien loin de la ville. Faites-moi confiance. » Jed l'ignora et se tourna vers la femme. « Madame, dit-il d'une voix rouillée par le manque d'usage, pouvez-vous monter à cheval ?» Elle acquiesça légèrement. « Mon cheval est juste là. Nous allons partir maintenant. » Il tendit le bras pour la guider par le coude, mais elle se recula brusquement. Après un instant, elle tendit ses mains liées vers lui. Le message était clair. Elle partirait, mais selon SES propres conditions. Jed respecta sa décision. Il détacha la corde qui lui liait les poignets, remarquant les marques à vif en dessous. Ils descendirent ensemble de la plateforme, la foule s'écartant devant eux. Certains les regardaient ouvertement. D'autres chuchotaient derrière leurs mains levées. Jed l'aida à monter sur son cheval, puis se hissa derrière elle. Elle était raide comme un piquet, mais ne protesta pas lorsqu'il passa ses bras autour d'elle pour tenir les rênes. Alors qu'il quittait Cedar Ridge, Jed entendit Briggs crier une dernière fois « Souviens-toi, Halverson, pas de retour, c'est ton problème maintenant. » Les mots les suivirent sur le sentier de montagne, aussi désagréable que les buses tournoyant autour de Carillon. Mais à chaque kilomètre parcouru, chaque pas les emmenait plus loin dans la nature sauvage qui était le domaine de Jed. La tension dans les épaules de la femme se relâcha légèrement. Le soleil se couchait dans une lueur orange sur les sommets lorsqu'elle finit par parler. Sa voix était étouffée par le sac, mais suffisamment claire. Pourquoi ? Jed réfléchit à la question tandis que leur cheval avançait prudemment le long du lit d'un ruisseau. Pourquoi, en effet ? Il aurait pu acheter SE Provisions et retourner à sa solitude. Il aurait pu laisser un autre homme la revendiquer ou laisser Briggs la traîner jusqu'à la ville voisine pour répéter le spectacle honteux. « Ça ne me semblait pas juste, » dit-il finalement. « Personne ne mérite ça. » Elle resta silencieuse si longtemps qu'il crut la conversation terminée. « Alors tu ne sais pas, c'est eux que tu as achetés. »« Je n'ai rien acheté, » corrigea Jed. « J'ai juste payé pour t'éloigner de CE Cirque. » Un autre long silence, puis une voix si douce qu'il faillit ne pas l'entendre. « Merci. » Ils continuèrent leur route tandis que l'obscurité s'installait dans les creux et les vallées en contrebas. Au loin, un loup hurla, solitaire et sauvage. La femme ne broncha pas assez au son. Au contraire, elle sembla se détendre davantage, comme si la nature sauvage était moins menaçante que la civilisation qu'ils avaient laissée derrière eux.
Jed se surprit à se demander quelle histoire cachait le sac. C'est eux qui l'avaient amené à cette plateforme à Cedar Ridge. Mais les questions pouvaient attendre. Pour l'instant, il suffisait qu'elle soit loin des mains avides et des rires cruels, qu'elle chevauche vers un endroit où les montagnes gardaient leurs secrets et où une personne pouvait respirer librement. Quoi que lui réserve le lendemain, cela ne pouvait être pire qu'aujourd'hui. Le sentier serpentait plus haut dans les montagnes, laissant loin derrière lui les dernières traces de Cedar Ridge. La nuit avait complètement envahi le ciel, mais Jed connaissait CES chemin comme les lignes de sa paume. Le cheval avançait d'un pas régulier et sûr, guidé par son instinct et sa familiarité à travers les pins et les trembles. La femme n'avait plus parlé depuis SOS remerciement discret. Elle était assise immobile comme une statue devant lui. Mais Jed remarqua des choses, de petits détails qui en disaient long. Esseuse main, désormais libre, était en effet grande pour une femme, avec des callosités qui témoignaient d'un travail acharné. Esseuse épaules étaient larges sous le tissu rugueux de sa robe, et elle se tenait avec une sorte de force qui venait d'années de travail physique, et non de la posture délicate d'une dame choyée. Le plus révélateur était son calme. Pas de larmes, pas de supplications, pas d'hystérie, juste un silence inquiétant, comme si elle s'était retirée quelque part au plus profond d'elle-même, là où l'humiliation et la peur ne pouvaient l'atteindre. Jed avait déjà vu ces genre de silence, chez des animaux blessés et des hommes brisés. C'était le silence de quelqu'un qui avait appris que montrer sa faiblesse ne faisait qu'attirer davantage de cruauté. La lune se leva, pleine et brillante, projetant une lumière argentée à travers la canopée de la forêt. Ils avaient chevauché pendant près de 3 heures lorsque Jed aperçut enfin sa cabane, une silhouette sombre se découpant contre les arbres, avec un mince filet de fumée s'élevant encore de la cheminée, dernier vestige du feu du matin. « Nous sommes arrivés, dit-il. C'étaient les premiers mots que l'un ou l'autre n'avait prononcés depuis des kilomètres. Elle remua légèrement, inclinant la tête comme si elle essayait de voir à travers le sac. Jed descendit le premier, puis tendit la main pour l'aider à descendre. Elle accepta son aide cette fois-ci, bien que SES mouvements fussent raides après ce long trajet. La cabane n'avait rien de particulier. Une seule pièce construite en rondin, recouvert de boue. Une cheminée en pierre à une extrémité, un appentis pour le cheval attenant sur le côté, mais elle était solide et étanche. Et c'était leur maison depuis 6 ans maintenant. Jed conduisit la femme jusqu'à la porte, tâtonnant dans l'obscurité pour trouver le loquet. À l'intérieur, il alluma une lampe à pétrole, dont la lumière chaude éclairait le mobilier spartiate. Un lit dans un coin, une table avec 2 chaises, des étagères remplies de conserves et de produits secs, son fusil accroché au-dessus de la cheminée, tout était propre et bien rangé. L'habitude d'un homme qui a trop de temps et trop peu de compagnie. La femme se tenait juste à l'entrée, tournant lentement la tête, comme si elle observait l'espace à travers le tissage grossier du sac à grains. « Vous pouvez vous asseoir, dit Jed en lui indiquant une chaise. Je vais allumer le feu. » Elle s'approcha prudemment de la table et s'assit, les mains jointes sur les genoux. Jed s'affaira à allumer le feu avec des brindilles et des bûches, et bientôt les flammes dansèrent dans l'âtre. La chaleur commença à chasser le froid des montagnes, et il remarqua que ses épaules se détendaient légèrement à mesure que la chaleur l'envahissait. Il remplit une tasse en étain avec l'eau du seau près de la porte et la posa sur la table près de SES main. « Vous devez avoir soif. » Elle tendit la main, puis s'arrêta. « Le sac. »« Je vais vous le retirer, » dit Jed. « Si vous le voulez bien. » Un long moment s'écoula, puis elle acquiesça. Jed se plaça derrière elle et trouva l'endroit où le sac était attaché autour de son cou avec une ficelle grossière. SES doigt défit les nœuds en prenant soin de ne pas tirer ses cheveux. La ficelle tomba et il souleva doucement le sac. La lumière de la lampe révéla son visage par étapes. D'abord la mâchoire forte, puis les pommettes saillantes, le nez droit et ses cheveux, d'un auburn foncé parsemé de mèches argentées prématurées, avaient en été coupés grossièrement à un moment donné, les laissant inégaux et atteignant à peine ses épaules. Mais furent des yeux qui coupèrent le souffle à Jed. L'un était d'un brun profond, chaud comme la bonne terre. L'autre était vert pâle, de la couleur de la glace en hiver, et une cicatrice, ancienne mais proéminente, une ligne pâle qui témoignait d'une violence passée, s'étendait de sa tempe gauche jusqu'à sa joue. Elle n'était pas belle au sens conventionnel du terme.
Esse's trait était trop fort, trop anguleux pour correspondre à la beauté traditionnelle, mais il y avait quelque chose de magnifique dans son visage, comme une falaise ou un ciel orageux, puissant et intransigeant. Il comprenait maintenant pourquoi il lui avait gardé sa capuche, non pas parce qu'elle était hideuse, mais parce qu'elle était mémorable, inoubliable. Le genre de femme dont le visage entrait un homme, le poussant à s'interroger sur la véritable signification de la beauté. Elle le regardait fixement de ses yeux dépareillés, attendant la réaction qu'elle avait manifestement vue trop souvent auparavant. Le dégoût, la peur, les mots cruels. Au lieu de cela, Jed dit simplement « L'eau est fraîche. Je l'ai puisée à la source matin. » Quelque chose passa sur son visage. De la surprise peut-être? Elle leva la tasse et but une grande gorgée, et il remarqua que ses mains tremblèrent légèrement. « Avez-vous faim? J'ai du ragoût que je peux réchauffer. » Sa voix était rouillée. Elle s'éclaircit la gorge et réessaya. « Je ne veux pas vous déranger. Pas de problème. J'ai besoin de manger de toute façon. » Il se dirigea vers la cheminée et versa le ragoût froid d'une marmite en fer dans un récipient plus petit pour le réchauffer. Les gestes familiers de la préparation des repas lui donnaient quelque chose à faire de ses mains, pendant que son esprit s'efforçait de comprendre l'étrangeté d'avoir une autre personne dans son espace. « Je m'appelle Mara, dit-elle soudainement. Juste Mara, je n'ai plus de nom de famille qui vaille la peine d'être mentionné. Jed Halverson, répondit-il, même si elle le savait probablement déjà depuis la vente aux enchères. Je vis ici depuis 6 ans maintenant. Seul? Seul? Il remua le ragoût sans donner plus d'explications. Cette histoire pouvait attendre. Et maintenant, vous avez, dit-elle en marquant une pause, cherchant le mot juste. Que suis-je pour vous, monsieur Halverson? Vous avez payé. Vous avez des papiers. Jed réfléchit soigneusement à sa réponse. En CE qui me concerne, vous êtes une invitée qui avait besoin d'aide pour sortir d'une mauvaise situation. Ni plus, ni moins. Les invités peuvent partir quand ils le souhaitent. Vous aussi. Il se détourna du feu pour la regarder dans les yeux. Demain matin, si vous voulez partir, je vous emmènerai où vous voulez. Je vous donnerai tout CE dont vous avez besoin. CE papier que Briggs m'a donné, nous pouvons le brûler tout de suite si vous voulez. Mara l'étudia de ses yeux saisissants, cherchant le piège. Le mensonge. Pourquoi feriez-vous cela? Vous avez payé tant $. CE n'est pas rien pour un homme qui vit simplement. L'argent n'est que de l'argent. Jed haussa les épaules. On peut toujours piéger plus de fourrure, chercher plus d'or. On ne peut pas toujours vivre avec soi-même si on reste les bras croisés et qu'on regarde le mal se faire. Le ragoût était chaud maintenant. Il le versa dans 2 bols, en posa un devant elle avec une cuillère. Elle le regardait comme s'il risquait de disparaître si elle tendait la main trop vite. « Allez-y », l'encouragea-t-il. « Ce n'est pas raffiné, mais ça vous remplira l'estomac. » Elle mangea lentement au début, puis avec une faim croissante. Jed comprit qu'elle n'avait probablement pas pris de vrai repas depuis des jours. Il mangea en silence, ne voulant pas l'embarrasser en attirant l'attention sur lui. Quand son bol fut vide, il le remplit sans lui demander son avis. Cette fois, elle mangea plus lentement, savourant plutôt que de simplement combler le vide. « Je sais, c'est eux qu'ils t'ont dit, » dit-elle entre 2 cuillerées. « Que je suis difficile, bizarre, indigne d'une compagnie respectable. Les hommes disent de beaucoup de choses. Cela ne les rend pas vrais pour autant. Parfois, si. » Elle posa sa cuillère et le fixa de son regard bicolore. « Je me suis défendu. C'était mon crime. J'ai refusé de m'agenouiller devant un homme qui pensait qu'acheter le travail d'une femme signifiait posséder son âme. Ils m'ont donc qualifié de sauvage, d'invariable, d'exemple à ne pas suivre pour les autres femmes qui pourraient songer à résister. » Le feu crépitait dans le silence qui suivit. Jed comprit le poids de ses paroles, la confiance qu'il fallait pour les prononcer devant un étranger. « On dirait que vous avez du bon sens et du caractère, » dit-il finalement. « Il n'y a rien de mal à cela. » Un soupçon de sourire effleura ses lèvres, le premier qu'il voyait. Il transforma son visage, adoucissant ses traits anguleux, illuminant ses yeux malgré leurs couleurs différentes. « Vous êtes soit très gentil, soit très stupide, monsieur Halverson. On m'a déjà traité des deux. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. » Il se leva et rassembla les bols vides. « Vous prendrez le lit ce soir. Je me ferai une paillasse près du feu. Je ne pourrai pas. Vous le pouvez et vous le ferez.
Vous avez eu une journée assez difficile sans ajouter un mal de dos à vos problèmes. Elle se leva de table, se dirigea vers le lit, puis s'arrêta. L'ancien propriétaire, celui qu'il va venir chercher, il n'est pas du genre à abandonner CE qu'il considère comme sien, même s'il n'en veut plus. Qu'il vienne. La voix de Jed trahissait la confiance tranquille d'un homme qui avait affronté des ours et des chats sauvages. C'est ma terre, ma maison. Personne ne prendra quoi que CE soit ici sans mon autorisation. Mara acquiesça lentement, sa tension se relâchant quelque peu. Elle s'assit sur le bord du lit pour tester sa solidité. Cela fait très longtemps que personne ne m'a montré de la gentillesse sans attendre de contrepartie. Pas besoin de contrepartie. Repose-toi simplement. Les problèmes de demain peuvent attendre demain. Il s'affaira à préparer son propre couchage, sortant une vieille peau nue et quelques couvertures de laine. Lorsqu'il se retourna, elle s'était allongée tout habillée, recroquevillée sur le côté, face au mur, se protégeant même dans son sommeil. Jed éteignit le feu pour la nuit et s'allongea sur son lit de fortune. Au-dessus de lui, le vent soufflait dans les pins avec un bruit semblable à des secrets chuchotés. Il repensa à l'étrangeté de cette journée où il était parti chercher des provisions et était revenu avec une personne, une femme aux yeux dépareillés et aux nombreuses cicatrices, visibles et cachées. Il lui avait dit qu'elle était une invitée, libre de partir le lendemain matin. Mais quelque chose dans son calme, dans SES paroles prudentes, lui faisait penser qu'elle n'avait nulle part où aller. Eh bien, tant mieux. La montagne avait assez de place pour deux âmes brisées qui tentèrent de retrouver leur chemin vers la guérison. Alors que le sommeil le gagnait enfin, la dernière pensée de Jed fut pour CE, bref sourire. Comment il avait illuminé son visage comme un lever de soleil après une longue nuit noire. Peut-être, juste peut-être, pourraient-ils céder mutuellement à ce souvenir de CE que l'on ressentait lorsqu'on n'était pas seul. Le feu se transforma en braise, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dehors, un hibou ulula dans l'obscurité, et les montagnes anciennes continuaient de veiller en silence sur la petite cabane, et SES occupant, inattendu. La première semaine s'écoula à un rythme prudent. Mara se levait à l'aube et se déplaçait dans la cabane, aussi silencieusement qu'une ombre, tandis que Jed s'occupait de ses tâches matinales. Elle insistait pour gagner sa vie, cuisinant, réparant, organisant les provisions avec une efficacité qui témoignait de SES années, passées à gérer un foyer. Mais elle le faisait sans la soumission qu'il aurait pu attendre. Au contraire, elle travaillait comme une partenaire, anticipant les besoins sans qu'on le lui demande, améliorant les systèmes sans demander la permission. Jed se surprit à s'adapter à sa présence de manière inattendue. La cabane semblait moins vide, le silence moins oppressant. Elle ne le remplissait pas de bavardage. Mara était économe en paroles, mais ce mouvement créait une toile de fond conviviale à ses journées. Le grattement de son couteau préparant les légumes, le murmure du fil à travers le tissu lorsqu'elle réparait ses chemises usées, le bruit doux de ses bottes sur le plancher. C'est lors de la 8e nuit qu'elle a finalement commencé à raconter son histoire. Ils étaient assis près du feu après le dîner, Jed huilant ses pièges, tandis que Mara reprenait des chaussettes. Cette scène domestique aurait pu être amusante s'il n'y avait pas eu ces poids qui planaient encore entre eux. Des questions non posées, des vérités non dites. Il s'appelait Garrett Walsh, a-t-elle dit soudainement, sans lever les yeux de son ouvrage. L'homme qui possédait le ranch, ma situation précédente chez eux. Les mains de Jed s'immobilisèrent sur le piège, mais il ne l'interrompit pas. Mon père lui devait de l'argent, des dettes de jeu. Comme il ne pouvait pas payer, Walsh proposa une solution. Moi, pas comme épouse, remarquez. Cela aurait nécessité de me traiter comme une quasi-égale. Non, je devais être sa femme de ménage. Engagée à vie, pourrait-on dire. Sa voix était empreinte d'un humour amer. Mon père a accepté avant même que je sois au courant de l'arrangement. Le feu crépitait, envoyant des étincelles dans la cheminée. Dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, continua-t-elle. J'ai entretenu sa maison, préparé SES repas, géré essais domestiques. Pendant 2 ans, j'ai fait tous ces qu'on me demandait, mais cela ne suffisait pas. Il voulait, elle marqua une pause, choisissant et mots avec soin. Il voulait que je me soumette, complètement et absolument. Il voulait que je sois reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ma tête, que je m'incline
et que je ramasse chaque morceau de nourriture. Quand j'ai conservé ma dignité, refusé de m'incliner, il l'a pris comme un défi. La cicatrice, demanda Jed doucement. Sa main se porta inconsciemment à son visage. Son anneau m'a giflé quand j'ai refusé de m'agenouiller et de demander pardon pour avoir brûlé son petit déjeuner. Il a dit qu'il m'apprendrait l'humilité. Un rire amer lui échappa. Au lieu de cela, cela m'a appris que je préférais mourir debout plutôt que vivre à genoux. Alors, tu t'es défendu. Oui. Je lui ai jeté une cafetière de café chaud au visage et je me suis enfui. J'ai survécu 3 jours dans la nature avant que SUS Homme ne m'attrape. Les choses qu'il disait qu'il ferait, frissonna-t-elle. Mais Walsh était plus intelligent que cela. Il savait que me tuer soulèverait des questions, voire impliquerait la justice. Il a donc trouvé un autre moyen de me punir. Son aiguille avançait régulièrement dans la laine. Chaque point était précis, malgré le tremblement de sa voix. Il a fait courir le bruit que j'étais folle, dangereuse, anormale. Il a dit que mes yeux de couleurs différentes étaient le signe de la sorcellerie, que j'avais essayé de l'empoisonner. Dans une communauté craignant Dieu, de telles accusations n'ont du poids. Personne ne voulait m'embaucher, m'héberger, ni même me parler. Je suis devenu une paria du jour au lendemain. Mais tu t'es encore échappé. J'ai fini par vivre dans la rue pendant des mois, faisant tous les petits boulots que je pouvais trouver, là où personne ne me connaissait. Mais Walsh avait de l'influence. Chaque fois que je commençais à construire quelque chose, la nouvelle me parvenait. Finalement, il a décidé d'une solution définitive. Me vendre à quiconque m'emmènerait suffisamment loin pour que je ne le dérange plus jamais. Elle posa son ouvrage et regarda enfin Jed dans les yeux. C'est CE que tu as acheté, monsieur Alverson. Une femme considérée comme folle et dangereuse, marquée par le diable lui-même, selon certains. Une femme qui a choisi la défiance plutôt que la sécurité, la fierté plutôt que la survie. Beaucoup diront que je suis responsable de mes propres problèmes. Jed étudia son visage à la lueur du feu. Est-ce ses traits forts, est-ce ses yeux saisissants, la cicatrice qui racontait sa propre histoire de survie. Ce que je vois, dit-il lentement, c'est une femme qui a refusé de laisser un homme cruel briser son esprit. Il n'y a rien de fou là-dedans. Quant au danger, il s'autorisa un petit sourire. Eh bien, je pense qu'un peu de danger rend la vie intéressante. Vous n'avez pas peur de CE que les gens pourraient dire, de CE qu'ils pourraient penser. Mara, je vis seul dans une montagne. Je me moque de l'opinion des autres depuis des années. Il mit le piège de côté et se cala dans sa chaise. De plus, j'ai connu des gens vraiment dangereux. Vous n'en faites pas partie. Comment peux-tu en être sûr? Parce que les gens dangereux ne te préviennent pas de leur nature. Ils ne restent pas tranquillement assis près du feu à repriser des chaussettes. Ils n'ont certainement pas l'air coupables lorsqu'ils prennent un biscuit supplémentaire au petit déjeuner en pensant que personne ne les regarde. Une rougeur lui monta au cou. « Tu as vu ça? Bien sûr. J'ai aussi vu que tu avais donné la moitié de ta portion à CE, renard galeux, qui traîne dans le coin. Tu as le cœur tendre pour les créatures dans le besoin. Un autre signe indéniable d'une femme dangereuse. Pour la 2e fois depuis qu'il la connaissait, Mara sourit, plus largement cette fois, transformant complètement son visage. Vous vous moquez de moi. Peut-être un peu. Il redevint sérieux. Mais je pense, c'est eux que je dis. Tu es la bienvenue ici, Mara, aussi longtemps que tu veux rester. Elle resta silencieuse pendant un long moment, regardant les flammes danser. Il y a autre chose, la raison pour laquelle je ne peux jamais vraiment me libérer de lui. Jed attendit, patient comme les montagnes elles-mêmes. J'ai une sœur, Elisa. Elle n'a que 17 ans. Les mots lui venaient plus difficilement maintenant. Ils semblaient provenir d'un endroit profondément douloureux. Quand je me suis enfui, Walsh l'a gardé. Une assurance. C'est comme ça qu'il l'appelait. Tant qu'il l'aura, il sait que je n'irai jamais voir la police. Que je ne parlerai jamais publiquement de CE qui s'est passé. Elle n'est pas forte comme moi. Douce, confiante, le genre de personne que le monde brise sans même essayer. Il la retient prisonnière. Pas avec des chaînes, non. Mais elle ne peut pas partir. Elle n'a pas d'argent, nulle part où aller. Il dit aux gens qu'elle est simple d'esprit, qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et Elisa, elle croit CE qu'on lui dit. Elle croit qu'elle a de la chance d'avoir un toit au-dessus de sa tête, qu'elle est trop faible pour survivre seule. Des larmes se sont accumulées dans ses yeux. Les premières que Jed ait vues. Je l'ai abandonnée.
Je l'ai laissé là-bas pour me sauver moi-même. Vous ne l'avez pas abandonné. Vous avez survécu pour pouvoir vous battre un autre jour. De belles paroles, Monsieur Alverson, mais elles ne changent pas la vérité. Chaque nuit où elle est là-bas, je suis ici. Chaque moment de liberté que j'ai est acheté au prix de sa captivité. Le poids de sa confession s'abattit sur la cabane comme une lourde neige. Jed comprit alors les véritables chaînes qui la retenaient captive. Ce n'étaient pas des documents juridiques ou la honte sociale, mais l'amour et la culpabilité entremêlés en une corde indestructible. « Nous la ferons sortir, dit-il simplement. Mara redressa brusquement la tête. « Quoi? Ta sœur? Nous trouverons un moyen de la libérer. Cela prendra peut-être du temps à planifier, mais on ne déplace pas des montagnes en un jour. Tu ne comprends pas. Walsh a de l'argent, des hommes, de l'influence. Tu n'es qu'un homme avec une cabane et quelques pièges. C'est impossible. J'ai plus que ça. Je connais cette région mieux que SUS Hommes. J'ai des amis parmi les trappeurs et les mineurs qui se souviennent de CE que j'ai fait pour eux au fil des ans. J'ai la patience d'attendre le bon moment. » Il se pencha en avant, soutenant son regard incertain. « Et maintenant, j'ai quelqu'un qui connaît ses faiblesses et ses habitudes. Ce n'est pas rien. Pourquoi ?» La question sortit d'une voix cassée, désespérée. « Pourquoi risquerais-tu autant pour des étrangers ?» Jed resta silencieux un instant, organisant des pensées qu'il examinait rarement. « J'ai perdu ma femme il y a 6 ans. La fièvre l'a emportée. Je n'ai rien pu faire d'autre que regarder. Depuis, j'ai passé chaque année à me dire que j'étais heureux seul, que je n'avais besoin de personne. C'était peut-être vrai, peut-être que non. Mais assis ici, à écouter votre histoire, je me dis que le bon Dieu m'a peut-être mis dans cette rue de Cedar Ridge pour une raison. Je ne crois pas au destin. Je n'ai pas besoin d'y croire. Je crois simplement que 2 personnes qui travaillent ensemble ont plus de chances de réussir qu'une seule. » Mara s'essuya les yeux avec le dos de la main, dans un geste plus empreint de colère que de tristesse. « Je ne vous laisserai pas vous sacrifier pour ma cause. Il n'y a pas de martyr là-dedans. Un homme a le droit de s'opposer à l'injustice quand il en est témoin. De plus, ajouta-t-il avec un humour pince sans rire, l'hiver approche. Un projet pour m'occuper me serait utile. » Cela la fit rire. Un rire bref, surpris, mais sincère. Sauver des femmes captives, c'est ça ton idée d'un passe-temps hivernal. C'est mieux que de sculpter du bois ou de boire jusqu'à en perdre la raison comme certains. Ils restèrent assis dans un silence complice, chacun perdu dans ses pensées. Le feu brûlait moins fort, projetant des ombres plus longues. Finalement, Mara se leva et ramassa le panier à repriser. « Jed, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, CES, jour-ci, ils ont été les premiers que j'ai connus depuis des années. C'est déjà plus que je n'avais le droit d'espérer. » Il acquiesça d'un signe de tête. « Repose-toi. Demain, nous commencerons à planifier. » Elle se dirigea vers le lit, puis s'arrêta. « Penses-tu vraiment qu'il soit possible de libérer Elisa ? Je pense qu'une femme qui a jeté du café chaud au visage de Garrett Walsh et qui a survécu pour le raconter peut faire à peu près tout qu'elle décide de faire. La question est de savoir si elle est prête à réessayer. » Mara se redressa, et pendant un instant, il ne vit pas la créature méfiante et blessée qui se tenait sur cette plateforme de vente aux enchères, mais quelque chose d'autre, de l'acier forgé dans le feu, plié, mais pas brisé. « Je suis prête, » dit-elle simplement, et Jed la crut. La cabane s'installa dans le calme de la nuit, mais l'air bourdonnait d'une nouvelle détermination. Dehors, la première neige de la saison commençait à tomber, douce et silencieuse, recouvrant les contours rugueux du monde d'un blanc immaculé. Le changement s'annonçait dans la montagne et dans la vie de ceux qui y avaient trouvé refuge. La neige tombait sans discontinuer depuis 2 jours lorsqu'ils entendirent les chevaux. Jed coupait du bois derrière la cabane, tandis que Mara travaillait à l'intérieur, mettant en conserve les dernières baies de l'automne. Le bruit rythmique de sa hache masqua le bruit des sabots qui approchaient jusqu'à CE et qu'ils soient presque arrivés à la clairière. 3 cavaliers émergèrent des arbres. Un marshal fédéral, à en juger par son insigne et son allure, flanqué de 2 adjoints. Le marshal, un homme mince aux moustaches gris acier et au regard calculateur, resta à cheval tandis que SES hommes descendirent, les mains posées nonchalamment sur leurs armes. « Jed Halvorson » appela le marshal.
Jed enfonça sa hache dans le billot avec un calme délibéré. C'est moi. Je peux vous aider, Marshal. Brennan, Marshal fédéral, Roy Brennan. Il sortit un document plié de son manteau. Je suis ici pour une affaire officielle concernant une femme qui serait sous votre garde. Elle s'appelle Mara. Aucun nom de famille n'est indiqué. La porte de la cabane s'ouvrit et Mara sortit sur le porche. Elle avait également entendu les chevaux. Elle avait eu le temps de se ressaisir. Elle leva le menton avec cette défiance familière, mais Jed remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Je suis Mara, dit-elle clairement. Je ne suis pas détenue. Je suis ici de mon plein gré. » Brennan observa son apparence, les ecchymoses encore visibles sur ses poignets, ses cheveux courts, et ses yeux caractéristiques. « Madame, j'ai ici des documents qui stipulent que vous êtes lié par un contrat légal à un certain Garrett Walsh du Double Bar Ranch. Il est écrit que vous avez abandonné votre poste et volé des biens. » Outre quels biens, Jed s'approcha du porche, se plaçant entre Mara et les hommes de loi. Des effets personnels d'une valeur de $50, selon M. Walsh. Une brosse à cheveux en argent, quelques bijoux, des vêtements. Le ton de Brennan suggérait qu'il trouvait ces allégations aussi douteuses qu'elles en avaient colère. Le plus préoccupant est la rupture de contrat. La dame a signé des papiers. Sous la contrainte, dit Mara d'un ton sec, pour payer une dette que je n'ai pas contractée. C'est possible, madame, mais la loi est la loi. Les contrats sont légaux, ont été signés en présence de témoins et ont été enregistrés en bonne et due forme. Monsieur Walsh est dans son droit d'exiger votre retour. L'un des adjoints, un jeune homme au regard nerveux, se dandinait, mal à l'aise. L'autre, plus âgé et au visage dur, gardait la main près de son arme et les yeux fixés sur Jed. « Montrez-moi ces papiers, dit Jed. Brennan descendit de cheval et s'approcha lentement. De près, Jed pouvait voir la lassitude sur son visage, l'expression d'un homme qui avait appliqué trop de lois avec lesquelles il n'était pas d'accord. Il tendit les documents. Jed les lut attentivement, Mara regardant par-dessus son épaule. Le contrat était bien légal. Techniquement, il la liait à 7 ans de service en échange des dettes de son père, avec des clauses qui rendaient punissable par la loi tout départ avant la fin du contrat. C'est de l'esclavage sous un autre nom, dit Jed d'un ton neutre. Peut-être, acquiesça Brennan doucement. Mais c'est de l'esclavage légal. La servitude pour dette est toujours reconnue par la loi territoriale. Et les accusations de volume? Ces objets étaient des cadeaux, dit Mara, la voix tendue par une colère contenue. Ils m'ont été offerts par Madame Walsh avant sa mort. Je peux le prouver. Il y a des lettres. Où sont ces lettres? Demanda Brendan. Dans ma chambre au ranch, si elles n'ont pas été détruites. Le marshal soupira, retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux clairsemés. Écoutez, je n'aime pas plus cette situation que vous, mais j'ai reçu des ordres. Soit cette dame revient de son plein gré pour régler cette affaire, soit je dois l'arrêter. Il y a une autre option, dit soudain Mara. Elle passa devant Jed et descendit les marches du porche pour se placer face à Brennan. Je veux faire une déclaration officielle pour votre dossier sur CE qui s'est réellement passé au double bar. Brennan hésita. Madame, CE n'est pas vraiment... Vous représentez la loi fédérale, n'est-ce pas? Vous avez prêté serment de faire respecter la justice, pas seulement les contrats territoriaux. Ses yeux dépareillés brillaient de détermination. Alors écoutez-moi, écoutez tout, puis décidez si vous voulez toujours me ramener à cet homme. Le jeune adjoint prit la parole. Marshal, nous devrions peut-être... Silence, Morrison. Brennan observa Mara longuement. Très bien, écoutons-la à l'intérieur, à l'abri de la neige. Morrison, tu prendras des notes. Beck, surveille les chevaux. Ils se rassemblèrent dans la cabane. L'espace sembla soudainement exigu avec 4 personnes. Morrison sortit un cahier et un crayon, tandis que Brennan s'asseyait à la table. Jed se tenait près de la cheminée, prêt à intervenir si nécessaire. Mara resta debout, le dos droit, et commença son témoignage. Elle parla clairement, sans dramatiser, exposant 2 années d'abus croissants. Le travail non rémunéré, les repas refusés, les coups qui se transformaient en violence physique. Elle a parlé des autres femmes du ranch, liées par des contrats similaires, vivant dans la peur. Elle a cité des noms, ceux des contremaîtres qui exécutaient les ordres de Walsh, des visiteurs qui avaient été témoins d'incidents, et même celui du médecin qui avait été appelé pour soigner des blessures,
mais à qui on avait demandé de se taire. Lorsqu'elle est arrivée à la partie concernant Elisa, sa voix s'est finalement brisée. Ma sœur a 17 ans, Marshall. Il la garde comme garantie pour m'empêcher de parler. Il dit à tout le monde qu'elle est simple d'esprit, incapable de prendre soin d'elle-même, mais j'ai vu les bleus, j'ai entendu les rumeurs parmi les ouvriers du ranch sur CE qui arrivent aux jeunes femmes qui ne peuvent pas se défendre. Le crayon de Morrison s'était arrêté de bouger. Son visage était devenu pâle à mesure que le témoignage se poursuivait. Même Brennan semblait secoué. « CE sont des accusations graves, dit le shérif lorsqu'elle eut terminé. Quelqu'un peut-il corroborer cela? Sarah Morrison aurait pu, dit Mara doucement. Elle était cuisinière. Elle a tout vu. Elle a essayé d'aider quand elle le pouvait, mais elle est morte l'hiver dernier. Une pneumonie, ont-ils dit, alors qu'elle était en pleine forme à l'automne. Le jeune adjoint fit un bruit dans sa gorge. Brennan lui lança un regard. Il y a Jacob Henley, a poursuivi Mara. Il travaillait au ranch, mais il a démissionné, dégoûté. Aux dernières nouvelles, il travaillait chez Carlson, à environ 65 km au sud, et il avait la voiture du docteur Elias à Cedar Ridge. Il m'a soigné plus d'une fois. Il pourrait parler si on le presse. Brennan est resté silencieux pendant un long moment, fixant les notes prises par Morrison. Finalement, il a levé les yeux vers Jed. « Tu étais en ville quand elle a été vendue. J'étais comme du bétail à une vente aux enchères. Elle avait une cagoule sur la tête pour que les gens ne puissent pas voir son visage. Howard Briggs s'occupait de la vente. Il avait des papiers qu'il prétendait légaux. Briggs. Brennan fit une grimace. Cela explique certaines choses. Cet homme contourne la loi depuis des années. Et maintenant, que va-t-il se passer? Demanda Jed. Le marshal se leva lentement, visiblement accablé par sa décision. Officiellement, je suis venu ici pour récupérer un débiteur en fuite. C'est CE que dira mon rapport. Il fit une pause, croisant le regard de Mara. Mais je n'ai trouvé personne de tel. Juste M. Alverson et sa femme, légalement mariés et s'occupant de leurs affaires. Le marshal Morrison commença. Vous avez noté cette déclaration dans votre carnet, adjoint? Morrison regarda son carnet, puis déchira délibérément les pages et les froissa en une boule. Quelle déclaration, monsieur? C'est bien CE que je pensais. Brennan se dirigea vers la porte, puis se retourna. Madame, un petit conseil. Walsh a de l'influence, mais elle n'est pas illimitée. Une femme mariée bénéficie de protections dont une femme célibataire ne bénéficie pas. Des protections juridiques que même lui ne peut facilement contourner. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Quant à votre sœur, poursuivit Brennan, c'est plus délicat, mais je passerai devant le double bar sur le chemin du retour. Je m'y arrêterai peut-être pour me renseigner sur le bien-être des jeunes femmes de la maison. Le badge fédéral a du poids, même auprès d'hommes comme Walsh. « Merci, murmura Mara. Ne me remerciez pas. Je ne fais que mon travail, je fais respecter la loi. » Son expression se durcit. Toutes les lois, y compris celles qui protègent les plus vulnérables. Walsh semble l'avoir oublié. Ils sortirent. Morrison évitait le contact visuel. Beck était curieux, mais silencieux. Brennan s'arrêta près de son cheval, regardant Jed. Vous savez qu'il ne laissera pas tomber. Que CE soit légal ou non, il trouvera un autre moyen de vous atteindre. Je m'en doutais. Faites attention, Alverson. Vous deux. Il monta à cheval et toucha le bord de son chapeau. À demain, madame. Ils regardèrent les hommes de loi disparaître dans la neige qui tombait, leurs traces s'effaçant presque immédiatement. Une fois qu'ils furent compartis, Mara s'effondra dans un fauteuil, tremblant maintenant que le danger immédiat était passé. « Marié », dit-elle faiblement. Il répondit « Marié ». Jed s'agenouilla à côté de son fauteuil. « Ce ne sont que des mots sur un bout de papier si c'est tout CE que tu voulais. » Mais Brennan a raison. Cela te protégerait légalement, rendrait plus difficile pour Walsh de revendiquer un quelconque droit de propriété. Elle le regarda avec ses yeux saisissants. La lumière de la neige qui tombait par la fenêtre les rendait presque lumineux. « Tu fais ça? Tu t'attaches à une femme que tu connais à peine. J'en sais assez. Je sais que tu es courageuse et forte et que tu mérites mieux que CE que la vie t'a donné. Non, tu fais un bon café et tu ne te plains pas quand le toit fuit. Cela me semble être une base suffisante. » Un rire légèrement hystérique lui échappa. « C'est ta proposition, je fais du bon café. Eh bien, tu as aussi raccommodé mes chaussettes sans que je te le demande. Un homme pourrait trouver pire. »
Elle redevint sérieuse et scruta son visage. « C'est réel, n'est-ce pas? Je ne rêve pas de cette gentillesse. C'est aussi réel que la neige dehors. » Il prit délicatement sa main, sentit les callosités et la force qui s'en dégageaient. « Qu'en dis-tu, Mara? Tu veux faire à Garrett Walsh la surprise de sa vie? Pour la 3e fois depuis qu'il la connaissait ?» Elle sourit. Cette fois, le sourire atteignit ceux yeux, à la fois bruns et verts, qui brillaient d'une lueur qui pouvait être de l'espoir. « Oui, dit-elle simplement. Oui, je t'épouserai, Jed Alverson, et que Dieu nous aide tous les deux. » Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant leur petite cabane d'un manteau blanc. Mais à l'intérieur, près du feu chaud, 2 personnes qui s'étaient trouvées au plus bas commençaient à construire quelque chose de nouveau. Un partenariat forgé par la nécessité, mais tempéré par une confiance grandissante. Walsh viendrait. Ils le savaient tous les deux. Mais lorsqu'il viendrait, il ne trouverait pas une femme seule qu'il pourrait intimider, mais quelque chose de bien plus dangereux. 2 personnes prêtes à s'unir contre toutes les tempêtes qui pourraient se abattre sur elles. Marshall Brennan était assis en face d'eux, dans la cabane, son carnet ouvert sur la table rudimentaire. Morrison était sorti pour monter la garde, pendant que la conversation sérieuse se déroulait. Le feu crépitait dans la cheminée, fournissant le seul bruit pendant plusieurs longs instants. « Je vais être franc avec vous deux, » commença Brennan, le visage buriné et grave. « J'ai enquêté sur Garrett Walsh depuis notre dernière rencontre. Cet homme a des relations qui remontent jusqu'au gouverneur du territoire. C'est eux que je vais vous suggérer est très risqué. »« Nous vous écoutons, » dit Jed, son bras posé de manière protectrice sur le dossier de la chaise de Mara. « Walsh opère juste dans les limites de la loi. Ses contrats de dette sont légaux, mais à peine. Le problème, c'est qu'ils ne sont valables que si la personne n'est pas mariée. Un mari assume les dettes de sa femme, mais il assume également ce droit. Walsh ne peut pas forcer une femme mariée à reprendre son service. « Tu en as déjà parlé, » dit Mara avec prudence. « Mais il contesterait sûrement tout mariage conclu après mon départ, » dit Brennan en sortant un document. « C'est là que ça entre en jeu. Un certificat de mariage daté de 3 mois avant que tu n'aies soi-disant abandonné ton contrat. » Jed se pencha en avant. « C'est de la fraude. »« C'est une protection, » corrigea Brennan. « Je connais un juge à Silver City qui est sensible à la cause des femmes en situation difficile. Il est prêt à antidater ces documents, à rendre tout cela légal et en règle, mais seulement si vous êtes tous les deux d'accord. » Le poids de la décision pesait sur eux. Mara tordait ses mains sur ses genoux. Jed voyait son esprit réfléchir aux implications. « Et Elisa ?» demanda-t-elle. « Cela me protège, mais elle est toujours piégée. » L'expression de Brennan s'assombrit. « J'ai fait les recherches que je vous avais promises. Votre sœur ne va pas bien, madame. Elle n'est pas blessée physiquement, du moins pas que je sache. Mais elle est profondément effrayée. Elle m'a à peine adressé la parole. Elle regardait sans cesse par-dessus son épaule, comme si Walsh pouvait apparaître à tout moment. Les jointures des doigts de Mara blanchirent. Il a brisé son moral. Peut-être, mais les choses brisées peuvent se réparer avec le temps, en toute sécurité. » Le marshal se pencha en arrière. « Voici CE qu'il en estimated. Si vous êtes légalement marié et installé, vous pourriez demander la garde de votre sœur. Lien de parenté, foyer stable, mari propriétaire. Le juge pourrait voir cela d'un bon œil. « Pourrait ne veut pas dire fera, » fit remarquer Jed. « Non, en effet. Mais c'est mieux que CE que vous avez actuellement. » Ils restèrent assis en silence, chacun luttant avec l'énormité de CE qui était proposé. Dehors, les bottes de Morrison crissaient dans la neige tandis qu'il faisait les 100 pas. « Il y a autre chose, » ajouta Brennan à contre-cœur. « Walsh répand déjà des rumeurs. Il dit que Mara vous a ensorcelé. Alverson prétend que SUS yeux de couleurs différentes sont la preuve qu'elle vous a jeté un sort. » Jed ricana. « Cet homme est désespéré s'il en vient à raconter des histoires de sorcellerie. »« Les hommes désespérés font des choses dangereuses, » prévint Brennan. « Il fait également courir le bruit qu'elle a volé plus que des articles ménagers. Maintenant, il prétend qu'elle a pris de l'argent, des documents importants, essayant de la faire passer pour une voleuse ordinaire. CE sont des mensonges, » dit Mara d'un ton neutre. « Bien sûr que oui. Mais les mensonges répétés assez souvent finissent par ressembler à la vérité. C'est pourquoi tu as besoin d'une protection juridique, et rapidement. » Mara se tourna vers Jed. Et ses yeux dépareillés scrutaient son visage. « C'est trop te demander.
Un faux mariage pour prendre en charge mes problèmes. Ma sœur. Qui a parlé de faux? Interrompit Jed doucement. Brennan et Mara le fixèrent de tous les deux. Les papiers peuvent être antidatés, mais le mariage n'a pas besoin d'être faux. Il soutint le regard de Mara. J'ai vécu seul pendant 6 ans. Je me suis dit que j'étais satisfait. Mais CES dernière semaine, la maison est redevenue un foyer. Je ne peux pas dire que je t'aime. Je ne te connais pas encore assez bien pour cela. Mais je te respecte. J'apprécie ta compagnie et je serai fier de t'appeler ma femme. Le reste viendra avec le temps. Les yeux de Mara brillaient de larmes contenues. Jed Halverson, tu es peut-être le meilleur homme que j'ai jamais connu. C'est peu dire, vu tes expériences, dit-il avec humour. Mais je le prends, dit Brennan en s'éclaircissant la gorge. Alors, je dis au juge Hartwell de préparer les papiers? Mara tendit la main par-dessus la table et prit la main calleuse de Jed dans la sienne. Oui? Que Dieu nous vienne en aide. Oui? Le marshal acquiesça, le visage empreint de satisfaction et d'inquiétude. Je pars aujourd'hui. Je serai de retour dans la semaine. En attendant, vous devez vous préparer. Walsh ne va pas accepter cela sans réagir. Quand il l'apprendra, il vous attaquera sans ménagement. Que suggérez-vous? Demanda Jed. Rendez cet endroit défendable. Faites des provisions au cas où vous seriez bloqué par la neige ou assiégé. Contactez tous vos amis. Informez-les que des problèmes pourraient survenir. Et documentez tout. Toutes les menaces, toutes les attaques, toutes les formes de harcèlement. Constituez un dossier que même SES amis politiques ne pourront ignorer. Brennan se leva et rassembla SES papier. Encore une chose, cette lettre de Madame Walsh dont Mara a parlé. Celle qui concerne les cadeaux pourrait valoir la peine d'être récupérée, car elle pourrait discréditer SES accusation de volume. Elle est dans mon ancienne chambre au ranch, dit Mara, cachée sous une planche mal fixée avec d'autres choses. Des lettres d'Elisa, de l'argent que j'avais mis de côté, mais il n'y a aucun moyen de les récupérer. Peut-être, peut-être pas. Brennan se dirigea vers la porte. J'ai un homme à l'intérieur du double bar. Un des employés qui me fournit des informations. Il pourrait peut-être nous aider si le prix est correct. Combien? Demanda Jed. $50 devrait suffire. Il veut de toute façon démissionner. Il part en Californie. Cela lui donnerait de l'argent pour le voyage. Jed n'hésita pas. Je vais les chercher. Ils suivirent Brennan dehors où Morrison les attendait avec les chevaux. Le jeune adjoint semblait soulagé de les voir, clairement mal à l'aise avec toute cette situation. « Marshal, dit-il, des cavaliers approchent. Ils sont 3 et viennent de l'Est. » Brennan plissa les yeux à travers la neige qui tombait. « Tu peux les distinguer? »« Pas encore, mais ils galopent. Ça pourrait être n'importe qui, » dit Jed, mais sa main se posa sur le fusil appuyé contre la porte. Ils attendirent, la tension aussi épaisse que l'air de la montagne. Finalement, les cavaliers émergèrent des arbres. Ceux n'étaient pas les hommes de Walsh, mais des trappeurs que Jed reconnut. Le vieux Tom Buchanan et SUS Fils, le visage sombre sous leur barbe couverte de givre. « Halvorson !» cria Tom. « Dieu merci, vous êtes là. Nous avons des ennuis. » « Quel genre d'ennuis ?» Tom mit pied à terre, le visage buriné plus sérieux que Jed ne l'avait jamais vu. « C'est Rancher Walsh. Il a engagé un groupe de régulateurs, des tireurs professionnels. On dit qu'ils viennent ici pour récupérer CE qu'il prétend être sa propriété. »« Quand ?» demanda Brennan. « Bientôt. Peut-être demain. Demain, après-demain, au plus tard. Ils se rassemblent à Cedar Ridge en CE moment. » L'un des fils de Tom prit la parole. P voulait vous avertir à cause de CE que vous avez fait pour nous cet hiver-là, quand nous étions bloqués par la neige. Mais Jed, CE ne sont pas des voyous du coin. CE sont des tueurs. Vous devriez peut-être fuir, conclut Jed. Pas question. Mara s'avança. Combien sont-ils? 8? Peut-être 10, répondit Tom, qui la remarqua alors pour la première fois. Il écarquilla les yeux devant ces tresses mémorables. Mais il se contenta de toucher poliment son chapeau. « Madame, cela change la donne, » dit Brennan à voix basse. « Les régulateurs sont synonymes de violence. Je ne peux pas approuver cela. »« Vous n'avez rien à approuver, » l'interrompit Jed. « Un homme a le droit de défendre sa maison. Dans certaines limites, vous tuez quelqu'un. Même en légitime défense, il y aura des enquêtes, des procès. Walsh a des avocats qui déformeront les faits. Alors nous ferions mieux de nous assurer que nous sommes du bon côté de la loi,
dit Mara calmement. Elle se tourna vers Tom. CE régulateurs, ils ont une autorité légale. Non, madame, CE ne sont que des mercenaires avec un nom ronflant. Alors CE sont des intrus s'ils pénètrent sur une propriété privée. Elle regarda Brennan. C'est toujours la loi, n'est-ce pas? Un homme a le droit de se défendre contre des intrus. Brennan soupira. C'est vrai, mais CE ne sera pas aussi simple. Ça ne l'est jamais. Jed acquiesça. Tom, je te remercie de m'avoir prévenu. Toi et tes garçons feriez mieux de rentrer chez vous avant que le temps ne se dégrade. Tom hésita. Nous pourrions rester, vous aider. Vous nous avez aidés, et je vous en suis reconnaissant, mais CE n'est pas votre combat. Nous avons des femmes et des enfants à penser. Le vieux trappeur acquiesça à contre-cœur. Si vous changez d'avis, allumez un feu de signalisation sur Eagles Peak. Nous le verrons et viendrons en courant. Après leur départ, Brennan se prépara à partir lui aussi. Je vais rédiger CES papier aussi vite que possible. Essaie d'être de retour avant que Walsh ne passe à l'action. Mais si je n'y arrive pas, nous nous en occuperons, dit Jed avec fermeté. Brennan regarda tour à tour le montagnard, qui avait choisi l'isolement, et la femme marquée par la défiance, puis secoua la tête. Que Dieu vous accompagne tous les deux. Vous allez avoir besoin de lui. Une fois les hommes de loi partis, Jed et Mara se retrouvèrent seuls dans la neige tourbillonnante. La cabane semblait plus petite, plus vulnérable face à l'immensité sauvage et à la menace qui approchait. « As-tu peur ?» demanda Mara doucement. « Ce serait idiot de ne pas l'être, mais la peur n'est qu'une chose de plus à gérer, comme le froid ou la faim. » Elle glissa sa main dans la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. « Lorsque j'étais sur cette estrade en ville, cagoulé et ligoté, j'ai cru que ma vie était finie. J'ai cru que je ne serais plus jamais rien d'autre qu'un objet. Et maintenant, je suis sur le point de devenir Mara Halverson, l'épouse d'un montagnard trop têtu pour reculer devant un combat. » Un sourire féroce traversa son visage. « Que Walsh vienne. Il apprendra CE qui arrive quand on accule des animaux blessés. Ils montrent leurs griffes. » Jed lui serra la main, sentant la force qui s'en dégageait. Quelle que soit la tempête qui s'annonçait, ils la surmonteraient ensemble. Le mariage commençait peut-être comme une fiction juridique, mais quelque chose de réel grandissait entre eux. Du respect, un partenariat, et peut-être les prémices de quelque chose de plus profond. « Allez, dit-il, préparons-nous. Nous avons une maison à défendre. » Ils rentrèrent ensemble, laissant la cour vide à la neige qui tombait. Bientôt, elle serait piétinée par les chevaux et les hommes. La violence souillerait la blancheur immaculée. Mais pour l'instant, il y avait du travail à faire et des plans à élaborer. La montagne retenait son souffle, attendant que la tempête éclate. La nuit tomba, noire comme du charbon, les nuages obscurcissant même les étoiles. Jed avait éteint toutes les lampes, sauf une, qu'il avait baissée, transformant la cabane en une silhouette sombre, se découpant sur les montagnes encore plus sombres. Il s'accroupit près de la fenêtre, fusil à la main, tandis que Mara prit position près de la porte arrière avec le fusil de chasse. Ils attendaient depuis 3 heures lorsque les chevaux arrivèrent. Ce n'était pas l'approche tonitruante d'hommes trop confiants, mais la progression prudente de ceux qui connaissaient leur métier. Jed compta les bruits de sabots, 8, peut-être 9 cavaliers. Ils s'arrêtèrent juste au-delà de la clairière, et ils pouvaient entendre le grincement du cuir lorsque les hommes mirent pied à terre. Halverson, la voix retentit dans l'obscurité. Garrett Walsh en personne, ne faisant pas confiance aux seuls employés. « Je sais que vous êtes là avec ma propriété. Envoie-la dehors et nous partirons en paix. » Jed ne répondit pas. Qu'il se pose des questions, qu'il s'inquiète de CE qui les attend dans l'obscurité. « Ne sois pas idiot, mec. J'ai des papiers en règle. Cette femme m'appartient. Je l'ai achetée et payée. Tu héberges une fugitive et une voleuse. » De sa position, Mara chargea le fusil. Le bruit résonna clairement dans l'air immobile. La voix de Walsh se durcit. « Qu'il en soit ainsi, les gars. N'oubliez pas, je veux cette femme vivante. L'homme est sacrifiable. » Ils arrivèrent de 3 directions à la fois. Jed admira leur tactique tout en tirant son premier coup de feu. Un homme hurla et disparut dans l'obscurité. Les autres se jetèrent à couvert et ripostèrent, éclatant le bois autour du cadre de la fenêtre. « Cuisine !» aboya Jed, et Mara se déplaça en restant baissée. Le verre vola en éclats lorsque quelqu'un tira une balle à travers la fenêtre arrière.
Elle tira avec le fusil de chasse et fut récompensée par des jurons et des bruits de bottes. La première attaque avait échoué, mais le véritable test allait maintenant commencer. Ceux n'étaient pas des voyous de quartier. C'étaient des professionnels qui savaient comment débusquer les défenseurs. Jed les entendit se disperser, chercher les angles morts, tester différentes approches. Une torche fendit les airs et atterrit sur le toit. Puis une autre. « Sortez ou brûlez !» Walsh cria. « À vous de choisir. » Jed s'y attendait. Il avait préalablement aspergé le toit de seaux d'eau qui formait désormais une couche de glace. Les torches sifflèrent et s'éteignirent. Mais d'autres allèrent de suivre. Jed. L'avertissement de Mara arriva juste au moment où la porte d'entrée explosait vers l'intérieur. Deux hommes se précipitèrent à l'intérieur. Jed tira sur le premier, le renversant. Le second tira un coup de feu qui fit tomber le chapeau de Jed avant que le coup de fusil de Mara ne l'atteigne sur le côté. Mais CE n'était qu'un coup léger. La véritable attaque vint de la fenêtre. Un homme plongea à l'intérieur, roula sur lui-même et se releva, arme à la main. Jed se retourna trop lentement, sachant qu'il n'y arriverait pas. Le coup de feu vint de derrière lui. L'agresseur sursauta, trébucha et tomba. Mara se tenait là, avec son propre pistolet pris dans l'armoire, où ils avaient préparé leurs armes. « Derrière toi !» cria-t-elle. Jed se retourna et tira à travers la porte brisée sur des silhouettes qui bougeaient dans l'obscurité. Quelqu'un a crié. Les tirs de riposte les obligèrent tous deux à se réfugier derrière la table renversée qu'ils avaient préparée comme couverture. « Combien en avez-vous abattu ?» demanda Mara en rechargeant son arme d'une main sûre. « 3, peut-être 4, mais Walsh en a d'autres qui arrivent. » Comme pour prouver ce dire, une voix s'éleva de l'extérieur, mais pas de là où il s'y attendait. « La femme vient avec nous, Alverson. Vous êtes en infériorité numérique et encerclés. Il n'y a pas de honte à vivre pour se battre un autre jour. »« C'est assez près, » répondit Jed. « Le prochain qui franchit cette porte mourra. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui est à court de munitions. » C'était en partie vrai. Ils s'étaient bien préparés, mais pas pour un siège. Jed estima qu'il leur restait environ 20 cartouches pour toutes leurs armes. Il fallait les utiliser à bon escient. « J'ai quelque chose à dire, » s'écria soudain Mara. « Walsh, je sais que tu es là et que tu écoutes. » Silence alors. « Dis CE que tu as à dire, sorcière. » »« Je ne suis pas une sorcière, juste une femme qui refuse de s'agenouiller devant un lâche. Mais parlons de CE que je suis. Je suis quelqu'un qui sait où vous cachez vos vrais livres. Ceux qui montrent comment vous avez escroqué vos investisseurs, détourné des fonds territoriaux. » Le silence se prolongea cette fois-ci. « Vous mentez, » répondit finalement Walsh, mais l'incertitude teintait sa voix. « Le tiroir caché dans votre bureau, derrière le faux fond. Les lettres du sénateur Morrison au sujet de l'accord ferroviaire. La preuve que vous avez vendu 2 fois le même terrain. Une fois à la compagnie ferroviaire et une fois aux colons. » Jed la regarda avec surprise. Elle n'avait jamais mentionné cela. « Tuez-les tous les deux. » La voix de Walsh était devenue stridente. « Tuez-les maintenant. » Mais quelque chose avait changé. Jed entendit des disputes parmi les assaillants. Tous les mercenaires n'étaient pas prêts à mourir pour un employeur qui risquait lui-même la prison. « Patron, » dit une voix claire, « on devrait peut-être... » « J'ai dit attaquez, brûlez-les, faites ce pour quoi je vous paie. » D'autres torches volèrent, mais l'hésitation grandissait. L'une d'elles atterrit à l'intérieur par la fenêtre brisée. Mara la repoussa d'un coup de pied avant qu'elle ne s'enflamme. Puis, contre toute attente, Jed entendit des chevaux approcher de l'ouest. De nombreux chevaux galopant à toute allure. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria quelqu'un à l'extérieur. « C'est Tom !» murmura Mara en regardant à travers une fissure dans le mur. « Tom Buchanan et, oh mon Dieu, Jed, il a amené la moitié de la montagne. » Ils arrivèrent comme une avalanche. Des trappeurs, des mineurs, des hommes qui vivaient dans des conditions difficiles et comprenaient la justice de la frontière. Peut-être pas seulement pour Jed, mais pour le principe, pour le droit d'un homme à défendre sa maison contre des riches qui pensaient que l'argent faisait d'eux des rois. La bataille tourna au chaos. Les mercenaires de Walsh, pris entre la cabane et 20 montagnards en colère, se dispersèrent et s'enfuirent. Certains réussirent à rejoindre leurs chevaux, d'autres se rendirent sur place. « Où est Walsh ?» rugit Tom Buchanan. « Où est CE serpent à la queue jaune ?» Dans la confusion,
Jed et Mara sortirent de la cabane. Elle tenait toujours le fusil de chasse. Il gardait son fusil à portée de main. Des corps gisaient dans la neige, certains bougeaient, d'autres étaient immobiles. La cour ressemblait à un champ de bataille. « Là-bas !» cria quelqu'un. « Il se dirige vers les arbres !» Garrett Walsh avait abandonné ses hommes et poussé son cheval vers la forêt. Mais Mara était déjà en mouvement. Elle saisit le fusil d'un régulateur tombé au sol, le porta à son épaule et tira. La balle atteignit le cheval de Walsh dans le dos. L'animal hennit, trébucha et projeta Walsh dans un banc de neige. Il se releva péniblement, tenta de s'enfuir, mais les fils de Tom le rattrapèrent et le plaquèrent au sol. Ils le traînèrent jusqu'à la cabane, et beaux vêtements déchirés et souillés, le visage déformé par la rage et la peur. Quand il vit Mara se tenir debout dans la lumière du feu, osseux yeux de couleurs différentes brillant de triomphe, il cracha à ses pieds. « Sorcière, femme diabolique, tu les as tous séduits. »« Pas besoin de magie, » dit-elle calmement. « Juste la vérité. Ces livres dont j'ai parlé, j'ai pris plus que des articles ménagers quand je suis parti, monsieur Walsh. J'ai pris des preuves, des lettres, des preuves de vos crimes. » Son visage devint blanc. « Vous n'avez pas pu. Je les ai brûlés. Vous avez brûlé les copies que je vous avais laissées pour que vous les trouviez. Les originaux sont en sécurité. » Elle s'approcha. « Voici qui va se passer. Vous allez écrire une lettre libérant Elisa de toute obligation. Vous allez signer des papiers disant que je ne vous dois rien. Et ensuite, vous allez quitter territoire et ne jamais revenir. Vous ne pouvez pas me forcer. » Jed s'avança, son fusil à la main. « Regarde autour de toi, Walsh. Tu es sur mes terres. Tu as apporté la violence chez moi. Ces hommes en sont témoins. Je pourrais te tuer sur le champ et tous les tribunaux du territoire jugeraient cela justifié. » Walsh regarda les visages sombres qui l'entouraient, des hommes qui avaient vu trop d'injustice pour en tolérer davantage. Ses épaules s'affaissèrent, vaincus. « Il y a du papier dans la cabane, » dit Mara. « Tu vas tout rédiger correctement et légalement. Tom, toi et tes fils, voulez-vous être témoins ? » « Avec plaisir, madame. » Ils obligèrent Walsh à rédiger le document à la lumière d'une lampe, les mains tremblantes, mais les mots clairs. Liberté pour Elisa. Libérée de toutes ses dettes et obligations envers Mara. Reconnaissance que les objets prétendument volés étaient des cadeaux offerts librement. Une fois le document rédigé, signé et scellé, Mara le tint comme s'il s'agissait d'or. « Ma sœur, vous la renverrez ici saine et sauve. Elle sera mise dans une diligence demain, » marmonna Walsh. « Tom, » dit Jed, « certains de tes garçons pourraient peut-être accompagner Cedar Ridge. Assurez-vous que M. Walsh tienne parole. »« C'est déjà prévu, » répondirent-ils en aidant Walsh à se relever. Et ses mercenaires avaient déjà disparu, s'enfuyant dans la nuit ou retenus par le shérif. Les fils de Tom l'emmèneraient en ville. Ils s'assureraient qu'il monte dans une diligence, loin du territoire. Alors qu'il se préparait à partir, Walsh se retourna une dernière fois. « Tu crois avoir gagné ? Tu crois que c'est fini ? J'ai des amis, de l'influence. Tu avais chose, » corrigea Mara. « Mais quand la nouvelle se répandra au sujet de livres, au sujet de la fraude, tes amis prendront rapidement leur distance. Le pouvoir bâti sur des mensonges s'effondre rapidement lorsque la vérité se révèle. » Ils le regardèrent s'éloigner. Un homme brisé qui avait cru que l'argent pouvait lui acheter le droit de posséder une autre âme humaine. Les montagnards s'attardèrent, vérifiant les blessés, aidant à nettoyer les dégâts les plus importants. Tom Buchanan s'approcha de Jed et Mara, qui se tenaient ensemble sous le porche. « Sacré combat, vous allez bien tous les deux ? » « Nous sommes en vie, » répondit simplement Jed. « Grâce à vous et aux garçons. J'ai vu votre feu de signalisation sur Eagles Peak. On s'est dit que vous ne l'auriez pas allumé si la situation n'était pas désespérée. » Tom sourit. En plus, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu une bonne bagarre. Walsh l'avait mérité depuis des années. Alors que l'aube se levait, grise et froide sur les montagnes, les derniers hommes partirent. Jed et Mara se retrouvèrent seuls dans leur cour criblée de balles, entourés des traces de la violence, mais aussi de la solidarité, de personnes prêtes à défendre qui était juste. « C'est fini, » dit Mara avec étonnement. « C'est vraiment fini. »« Cette partie, oui, » acquiesça Jed. « Il faut encore mettre ta sœur en sécurité. Il faut encore reconstruire qu'ils ont détruits. Il faut encore... » Elle le fit taire d'un baiser, féroce,
reconnaissants et pleins de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux à bout de souffle. Elisa sera bientôt là, dit-elle. Nous formerons une famille. Une famille peut-être étrange, mais une famille quand même. Jed la serra contre lui, contemplant les montagnes qui avaient été son refuge pendant 6 années de solitude. Plus de solitude, plus besoin de se cacher de la vie. Parfois, les meilleures choses naissaient des pires circonstances. Rentrons, dit-il. Voyons ces œufs qu'on peut récupérer pour le petit déjeuner. Combattre le mal, ça ouvre l'appétit. Elle rit, libre et sans retenue pour la première fois depuis qu'ils la connaissaient. Ensemble, ils entrèrent dans leur maison abîmée mais intacte, prêts à affronter tous ces œufs qui pourraient arriver. Les montagnes se dressaient, éternelles, autour d'eux, après avoir été témoins d'un nouveau chapitre dans la longue histoire du courage humain face à la tyrannie. Et dans une petite cabane sur une haute crête, 2 personnes qui s'étaient retrouvées dans l'obscurité commencèrent à construire quelque chose de nouveau et de lumineux. La lune était basse et froide, tandis que Jed et Mara traversèrent la forêt, le souffle de leurs chevaux formant des nuages dans l'air glacial. 3 jours s'étaient écoulés depuis la bataille à la cabane. 3 jours d'attente pour avoir des nouvelles d'Elisa. Comme aucune nouvelle n'arrivait, ils savaient que quelque chose n'allait pas. Le fils de Tom Buchanan avait répondu avec des nouvelles inquiétantes. Walsh avait été mis dans la diligence comme promis, mais il avait envoyé un message à son contremaître avant de partir. Le ranch double bar était bouclé. Personne ne pouvait entrer ou sortir sans l'autorisation du nouveau responsable, un homme difficile nommé Curtis Bramwell. Il la retient prisonnière, avait dit Mara, le visage impassible. Il l'utilise comme dernier moyen de me faire du mal. Ils chevauchaient maintenant vers le ranch à la faveur de l'obscurité, seuls tous les deux. Tom avait proposé d'envoyer des hommes, mais Jed savait qu'un petit groupe se déplaçait plus discrètement qu'un grand. Il fallait agir avec discrétion, pas avec la force. Là, murmura Mara en pointant du doigt à travers les arbres. Le ranch double bar s'étendait en contrebas dans une vallée, plusieurs fenêtres éclairées par la lumière des lampes. Même à cette distance, il pouvait là voir des hommes patrouiller, fusils à la main. « Ils nous attendent », observa Jed. « Bramwell sait que je viendrai la chercher. » Mara serra les mâchoires. « Ils comptent dessus. » Ils attachèrent les chevaux loin du ranch et continuèrent à pied. Mara menait, connaissant chaque bâtiment, chaque clôture. Elle avait vécu ici pendant 2 ans et avait mémorisé des voies d'évacuation qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'utiliser. « La maison principale est là », murmura-t-elle à son oreille. La chambre d'Elisa se trouvait dans l'aile réservée aux domestiques, mais s'ils la gardaient près d'eux, elle serait dans la maison elle-même, probablement à l'étage, d'où il serait plus difficile de s'échapper. Ils firent un grand détour pour éviter les patrouilles. Jed admirait la discrétion avec laquelle Mara se déplaçait. Toutes ces années passées à essayer de devenir invisible lui avaient bien servi. Ils arrivèrent à l'arrière de la propriété, où un petit abri de jardin était adossé à la clôture. « Attends ici, dit Mara. Je dois trouver quelqu'un. » Avant que Jed n'ait pu protester, elle se fondit dans l'ombre. Il s'accroupit derrière l'abri, fusil à la main, comptant les battements de son cœur jusqu'à ce qu'elle revienne. Elle était accompagnée d'une silhouette menue, une femme mexicaine, plus âgée, vêtue d'une tenue de domestique. « Rosa », murmura Mara en guise de présentation. « Elle m'a déjà aidé. Elle nous aidera encore. » Le visage buriné de Rosa était sombre. « La petite a peur, Señora. Il la garde enfermée dans l'ancien bureau de M. Walsh. C.E. Bramwell. Il lui dit que vous l'avez abandonnée, que vous êtes morte. Elle pleure toutes les nuits. » Mara serra les poings. « Combien d'hommes y a-t-il à l'intérieur ? 4, peut-être 5. La plupart sont dans le dortoir ou en patrouille. Bramwell pense que vous allez faire irruption comme la dernière fois. Tu peux nous faire entrer ?» Rosa acquiesça, par la porte de la cuisine. « Je sors tous les soirs à cette heure-ci pour vider l'eau de vaisselle. Mais Señora, s'il nous attrape, il ne... » dit Jed fermement. « Tu as déjà pris assez de risques. Fais-nous juste entrer, puis mets-toi en sécurité. » Ils suivirent Rosa à travers la cour sombre, en restant baissés. Comme elle l'avait dit, la porte de la cuisine était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, la maison était silencieuse, à l'exception de voix provenant de quelque part vers l'avant. Des hommes qui jouaient aux cartes, à en juger par le bruit. Rosa désigna l'escalier de service. Au 2e étage, 3e porte à droite. C'est le bureau. Elle glissa quelque chose dans la main de Mara.
Une clé que j'ai trouvée en faisant le ménage. Soyez prudente, señora. Mara la serra rapidement dans ses bras, puis elle et Jed montèrent l'escalier étroit. Le couloir à l'étage était faiblement éclairé par une seule lampe. Ils pouvaient désormais entendre plus clairement les gardes en bas, qui riaient en jouant. À la porte du bureau, la main de Mara tremblait, tandis qu'elle insérait la clé. Elle tourna avec un léger clic. À l'intérieur, une silhouette était recroquevillée sur un petit lit près de la fenêtre, éclairé par le clair de lune. Elisa. Mara retint son souffle. La tête de la jeune fille se redressa brusquement. Même dans la faible lumière, la ressemblance familiale était évidente. Les mêmes traits marqués, bien que plus doux chez Elisa, épargnés par les épreuves. Et ses yeux étaient tous deux bruns, écarquillés de surprise. Mara, incrédulité, puis joie, puis terreur. « Non, tu ne peux pas être ici. Ils ont dit que tu étais morte. Bramwell le fera. » Mara traversa la pièce en deux enjambements et serra sa sœur dans ses bras. « Chut, petit oiseau. Je suis là. On va te sortir de là. » On ne peut pas. Il y a des hommes partout, et il a dit que Bramwell avait dit que si tu venais, il... Elisa pleurait maintenant, accrochée à sa sœur. « Écoute-moi, » dit Mara en tenant fermement le visage d'Elisa entre ses mains. « Voici Jed, mon mari. Nous allons te ramener à la maison, mais tu dois être courageuse pendant encore un petit moment. Tu peux le faire ?» Elisa regarda Jed, remarquant sa présence imposante, le fusil dans ses mains. Une partie de sa panique s'apaisa. « Tu es mariée ? C'est une longue histoire. Pour l'instant, nous devons partir. Tu peux marcher ?» La jeune fille acquiesça en essuyant ses larmes. Elle ne portait qu'une fine chemise de nuit, alors Mara lui donna son propre manteau et l'enveloppa autour de sa sœur. Ils arrivèrent dans le couloir avant que leur chance ne tourne. « Tiens, tiens !» Curtis Bramwell se tenait en haut de l'escalier principal, pistolet à la main. C'était un homme maigre, au regard vide et à la bouche déformée par une cicatrice qui lui donnait un rictus permanent. « Madame Walsh m'a dit que vous viendriez. Les femmes au cœur tendre sont tellement prévisibles. »« Laissez-nous passer, Bramwell, » dit Jed d'un ton calme. « La petite n'a rien fait de mal. Moi non plus. Je ne fais qu'exécuter les derniers ordres de mon employeur. Protéger la petite jusqu'à que sa sœur vienne la chercher. » Son sourire était glacial. « Bien sûr, il m'a aussi demandé de m'assurer qu'aucun de vous deux ne sorte d'ici vivant. Walsh n'est plus là. » Mara dit, « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Peut-être pas, mais il a payé d'avance. Et je suis un homme qui honore SES contrat. Il leva le pistolet. « Lâche ton fusil, Mountain Man. » Jed hésita, calculant les angles, les distances. Trop loin pour se précipiter sur lui. Aucun abri digne de non. Je dis, « Lâche-le !» Un coup de feu retentit. Pendant un instant, Jed crut avoir été touché. Puis il vit Bramwell titubant, regardant la tache rouge qui s'étalait sur sa chemise. Derrière lui, dans l'escalier, se tenait Rosa, un vieux Colt Navy, fumant entre ses mains. « Je travaille dans cette maison depuis 20 ans, » dit-elle calmement. « Depuis 20 ans, je vois des hommes mauvais faire des choses mauvaises. Plus maintenant. » Bramwell essaya de se retourner pour tirer, mais SES Force l'abandonnait. Il dévala les escaliers, le pistolet cliquetant. Des cris éclatèrent en bas. La partie de cartes était terminée. « Par ici !» Mara attrapa la main d'Elisa et la tira vers l'escalier de service. Jed fermait la marche, prêt à tirer sur quiconque apparaîtrait. Ils dévalèrent les marches et traversèrent la cuisine au moment où des hommes faisaient irruption depuis les pièces à l'avant. « Courez !» Jed se retourna, tira 2 coups de feu pour les faire baisser, puis suivit les femmes dans la cour. D'autres cris retentirent. Des lanternes s'allumèrent. Tout le ranch se réveillait. Ils coururent vers le jardin. Elisa trébuchait, pieds nus. Mara la portait, le désespoir lui donnant des forces. Derrière eux, des coups de feu éclatèrent. Des tirs sauvages dans l'obscurité. Jed poussa les chevaux, ripostant quand il le pouvait. Ils foncèrent à travers les broussailles, les branches déchirant leurs vêtements et leur peau. Elisa sanglotait de peur et de douleur, mais elle continuait d'avancer. Les chevaux attendaient là où ils les avaient laissés, piétinant nerveusement à cause de l'agitation. Jed a aidé Elisa à monter derrière Mara, puis s'est élancé sur sa propre monture. « Partez !» a-t-il crié. « Ne vous arrêtez pas !» Ils se sont enfoncés dans la forêt, tandis que les cavaliers surgissaient du ranch derrière eux.
La poursuite était lancée, mais Jed connaissait CES montagne, CES sentier. Il les a conduits sur des chemins qu'aucun cheval de plaine ne pouvait suivre rapidement, à travers des ruisseaux pour brouiller leurs pistes, sur des crêtes où la lune pénétrait à peine. Peu à peu, les bruits de la poursuite s'estompèrent. Ils ralentirent, laissant les chevaux reprendre leur souffle. Elisa s'accrochait à Mara, tremblant de froid et d'émotion. « C'est fini » murmura-t-elle. « Sommes-nous en sécurité ?»« Nous sommes en sécurité, petit oiseau » lui assura Mara, bien qu'elle cherchât confirmation auprès de Jed. Il écouta les bruits de la nuit, juste le vent et les hiboux au loin. « Nous les avons semés, mais nous devons continuer à avancer. Mettre plus de distance entre nous. » Ils continuèrent à cheval à un rythme plus tranquille. Elisa commença à s'affaisser, l'épuisement prenant le dessus sur la peur. Mara la maintint debout, lui murmurant des mots réconfortants. « Rosa, dit soudain Elisa. Qu'arrivera-t-il à Rosa ? » « Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, répondit Mara. Et elle vient d'éliminer leur chef. Les autres domestiques la protégeront. Dis que Bramwell a été abattu par un intrus. Sans Walsh ni Bramwell, CE Range va rapidement s'effondrer. L'aube peignait les sommets de rose lorsqu'elles aperçurent enfin la cabane. De la fumée s'élevait de la cheminée. Tom Buchanan avait posté son fils là-bas pour surveiller et entretenir le feu. Le jeune Pete Buchanan sortit, baissant son fusil lorsqu'il les reconnut. « Dieu merci, nous commencions à nous inquiéter. Aide-moi à la porter à l'intérieur, » dit Mara. Elisa était à peine consciente, épuisée par la terreur et la fuite. Ils la portèrent à l'intérieur et la couchèrent sur le lit. Mara s'affaira autour d'elle, chauffant de l'eau pour la laver, trouvant des vêtements propres, préparant à manger. Jed observait depuis l'embrasure de la porte, découvrant une facette de sa femme qu'il n'avait jamais vue auparavant, tendre, maternelle, farouche dans sa protection. Une fois Elisa propre, nourrie et bordée sous des couvertures chaudes, elle saisit la main de Mara. « Je croyais que tu m'avais oublié, » murmura-t-elle. « Ils ont dit des choses terribles. »« Jamais !» répondit Mara avec férocité. « Tu es ma sœur, tu es de ma chair et de mon sang. Je traverserai le feu pour toi. » Et Jed, les yeux d'Elisa se posèrent sur lui. « C'est vraiment ton mari. C'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. » Les yeux de Mara croisèrent ceux de Jed à travers la pièce, remplis de gratitude et de quelque chose de plus profond. Il nous a aidés à nous sauver toutes les deux. Elisa sourit d'un air endormi. « Alors je suis contente que tu mérites d'être heureuse. » Elle s'endormit, enfin en sécurité. Mara resta assise à côté d'elle pendant un long moment, la regardant simplement respirer. Puis elle se leva et se dirigea vers Jed. « Merci, dit-elle simplement. « Pour tout. Nous sommes une famille maintenant, répondit-il. Tous ensemble. La famille prend soin les uns des autres. » Elle l'embrassa alors, doucement et tendrement. Lorsqu'ils se séparèrent, des larmes coulèrent sur ses joues, mais c'étaient des larmes de soulagement, de joie. Dehors, le soleil montait dans le ciel, dissipant la brume matinale. À l'intérieur de la petite cabane, 3 âmes qui avaient été séparées par la cruauté étaient réunies par le courage. Ce n'était pas la fin de tous les problèmes. Il y aurait des ajustements, de la guérison, l'apprentissage de la vie commune. Mais c'était un début. Jed regarda les 2 sœurs, l'une dormant paisiblement, l'autre veillant, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis si longues années. La plénitude. Sa montagne solitaire était redevenue un foyer, rempli de sens et de la promesse de jours meilleurs à venir. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Les années vides étaient terminées. La vie, la vraie vie, avait recommencé. Le printemps arriva tôt dans les montagnes cette année-là, la neige fondante révélant des pousses vertes qui percèrent la terre sombre. La cabane s'était agrandie depuis l'hiver. Jed et les fils de Tom Buchanan avaient ajouté une 2e chambre pour Elisa, offrant ainsi aux sœurs une certaine intimité, tout en conservant la proximité familiale dont elles avaient toutes 2 besoin. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où ils avaient ramené Elisa à la maison. 3 mois de guérison, d'apprentissage d'une vie sans peur. La jeune fille qui était arrivée terrifiée et brisée avait commencé à s'épanouir, sa nature douce émergeant à mesure qu'elle découvrait CE, qu'était la sécurité. Ce matin-là, Jed se tenait devant la cabane et regardait Mara travailler dans leur nouveau jardin. Elle avait insisté pour planter dès que le sol aurait dégelé, des légumes, des herbes, et même quelques fleurs pour embellir les lieux.
Le soleil se reflétait dans les mèches argentées de ses cheveux auburn et faisait briller ses yeux dépareillés lorsqu'elle levait les yeux vers lui. « Tu vas m'aider ou tu vas rester là à m'admirer ?» lui demanda-t-elle d'un ton taquin. « Un homme a le droit d'admirer sa femme », répondit Jed en se dirigeant vers elle. Ils travaillèrent de côte à côte dans un silence confortable, les mains dans la terre, construisant quelque chose qui durerait. À l'intérieur, ils pouvaient entendre Elisa fredonner tandis qu'elle préparait le repas de midi, un autre signe de son rétablissement. La jeune fille chantait rarement lorsqu'elle était arrivée. « Des cavaliers approchent », dit soudain Mara en se protégeant les yeux pour scruter le sentier. Jed se redressa, vérifiant automatiquement le fusil appuyé contre la clôture. Les vieilles habitudes avaient à la vie dure, mais à mesure que les cavaliers se rapprochaient, il se détendit. « C'est le shérif Brennan. Il est accompagné ?» Brennan mit pied à terre à la barrière et salua Mara d'un signe de tête. Il était accompagné d'un homme bien habillé, portant un porte-documents en cuir, un avocat à première vue. « Madame Halverson, Jed, bonjour, dit Brennan. Voici Monsieur Carlton, de Denver. Il a des nouvelles qui pourraient vous intéresser. » Carlton était un homme mince, aux yeux intelligents derrière des lunettes à monture métallique. « Madame, je représente un groupe d'investisseurs qui ont été trompés par les opérations foncières de Garrett Walsh. Grâce à certains documents qui ont été découverts, dit-il en jetant un regard significatif à Mara, nous avons pu récupérer des actifs importants. Les papiers que j'ai pris, dit Mara doucement. En effet, votre prévoyance à conserver les preuves aidait des dizaines de familles à récupérer leurs pertes. À ce titre, les investisseurs m'ont autorisé à vous remettre ceci. Il sortit une enveloppe. Une récompense, pourrait-on dire, pour service rendu à la cause de la justice. Mara l'ouvrit et eut le souffle coupé. « Jed, c'est 5000 dollars. » « Il y a plus, continua Carlton. Le ranch double bar a été saisi pour dette. Les investisseurs le vendent par parcelle. Ils m'ont autorisé à vous offrir le premier choix sur n'importe quelle section à un prix très raisonnable. Nous n'avons pas besoin des terres de Walsh, dit Jed fermement. Peut-être pas, acquiesça Carlton. Mais il y a une parcelle particulière, 40 acres à la frontière ouest, Goodwater, Sheltered Valley, actuellement occupée par plusieurs familles mexicaines qui travaillent au ranch. Elles ont peur d'être chassées lorsque les nouveaux propriétaires arriveront. Les yeux de Mara s'illuminèrent. La famille de Rosa, entre autres, a acheté cette parcelle. Vous pourriez leur garantir de conserver leur maison. Jed et Mara échangèrent un regard. Utiliser l'argent de Walsh pour protéger les personnes qui l'avaient opprimé. Il y avait une certaine justice dans cela. Nous allons accepter, décida Mara. Préparez les papiers. Une fois la discussion juridique terminée, Brennan s'attarda. Il y a encore une chose. Walsh lui-même est mort il y a 2 semaines, abattu lors d'une dispute liée au jeu au Kansas. On dirait que sa chance a tourné lorsqu'il a perdu son pouvoir. Mara absorba cette nouvelle en silence. Je pensais ressentir quelque chose. De la satisfaction peut-être. Mais je ne ressens rien. Il est juste parti. C'est la guérison, observa Brennan. Quand vos ennemis deviennent trop insignifiants pour avoir encore de l'importance. Après le départ des hommes, la famille se réunit pour le repas. Elisa avait préparé un festin. Ragoût de chevreuil, pain frais, primeur du jardin. Elle se déplaçait désormais avec assurance, sans sursauter à la moindre ombre. « J'ai réfléchi, » dit Elisa pendant qu'il mangeait, « à ce que je veux faire maintenant que je suis libre de choisir. »« Qu'est-ce que c'est, petit oiseau ?» demanda Mara. « Je veux enseigner, ouvrir une école pour les enfants de la montagne. Beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. » Et ses yeux brillaient de détermination. « Je pourrais changer les choses. »« C'est une excellente idée, » dit Jed chaleureusement. « Nous pourrions dégager un espace et construire une véritable école cet été. »« Vraiment ?» La joie d'Elisa était radieuse. « Vous m'aideriez ?»« La famille aide la famille, » dit-il simplement. Cet après-midi-là, le pasteur Williams de Cedar Ridge arriva pour célébrer la cérémonie qu'ils avaient prévue. Ce n'était pas un mariage, qui avait été célébré par le juge quelques mois auparavant. Les papiers avaient été dûment remplis pour protéger Mara légalement. C'était autre chose, une véritable cérémonie de mariage en présence des amis et de la famille, célébrant une union qui était passée de la nécessité à l'amour véritable. Tom Buchanan et son clan arrivèrent avec d'autres montagnards qui les avaient soutenus dans le besoin. Même Samuel Morrison, le forgeron de la ville, était venu avec sa femme.
La cour de la cabane était remplie de sympathisants, apportant de la nourriture, de la musique et des rires. Alors que le soleil descendait vers les sommets, Jed et Mara se tenaient devant le pasteur. Elle portait une simple robe bleue cousue par Elisa, des fleurs sauvages tressées dans ses cheveux. Il portait sa chemise la plus propre et ses bottes les plus neuves. Rien d'extraordinaire, mais il n'avait pas besoin d'extraordinaire. Jedediah Halverson, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Demanda le pasteur Williams. Pour l'aimer et la chérir, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux, répondit Jed d'une voix forte et assurée. Je l'ai déjà fait une fois, mais je le referai 100 fois encore. Un rire doux parcourut l'assemblée. Et toi, Mara, acceptes-tu de prendre cet homme pour époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, pour le reste de votre vie? Oui, répondit Mara, les yeux brillants de larmes. De tout mon cœur. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Les acclamations qui s'élevèrent résonnèrent dans les montagnes. Les musiciens entamèrent un air et la danse commença dans la cour. Même la timide Elisa se laissa entraîner dans une gigue par le jeune Pete Buchanan. Son rire flottait dans l'air du soir. À la tombée de la nuit, lorsque les lanternes furent allumées, Jed trouva un moment pour s'isoler avec sa femme. Ils se tinrent à l'écart de la fête, contemplant la vallée en contrebas. « Tu n'as aucun regret ?» demanda Mara doucement. « Aucun. J'ai seulement regretté d'avoir mis si longtemps à te trouver. » Elle se blottit contre lui, s'adaptant parfaitement à son corps. « Ce jour-là, à Cedar Ridge, quand tu m'as acheté comme un sac de céréales. Les 10 $ les mieux dépensés de ma vie, l'interrompit-il, la faisant rire. Je pensais que ma vie touchait à sa fin. Au contraire, elle ne faisait que commencer. » Elle leva les yeux vers lui. Et ce yeux remarquables, pleins d'amour. « Tu m'as sauvé, Jed Halverson. »« Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea-t-il. Avant ton arrivée, je ne faisais qu'exister. Maintenant, je vis. » Derrière eux, la fête continuait. Une communauté qui célèbre non seulement un mariage, mais aussi une victoire sur la cruauté, un triomphe de la dignité humaine. Elisa dansait et riait, libre d'être jeune. La famille de Rose était arrivée de leur terre sécurisée, ajoutant leur musique au mélange. Tom Buchanan racontait des histoires qui devenaient de plus en plus invraisemblables à chaque verre de cidre. « Regarde, c'est eux que nous avons construits !» s'émerveilla Mara. À partir d'un début si sombre, les meilleurs jardins poussent dans un sol qui a connu des épreuves, philosopha Jed. Cela rend les racines plus profondes, les fleurs plus précieuses. Elle se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Là, sous le vaste ciel du Montana, où les étoiles commençaient à apparaître, lorsqu'ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Viens, dit-elle en lui prenant la main. Nos invités nous appellent pour danser. » Ils rejoignirent la fête, se déplaçant ensemble au rythme du violon. Autour d'eux, leur famille choisie applaudissait et les acclamait. La cabane solitaire sur la montagne était devenue un foyer rempli de chaleur et de rire. Alors que la soirée touchait à sa fin, Jed aperçut leur reflet dans la fenêtre. Lui-même, qui n'était plus le veuf isolé. Mara, qui n'était plus la femme avec un sac sur la tête, jugée indigne d'amour. Elisa, qui n'était plus la petite fille effrayée utilisée comme monnaie d'échange. Ils avaient tous été transformés par l'alchimie du courage, de la gentillesse et des liens qui les unissaient. La musique continuait de jouer, résonnant à travers les montagnes qui avaient été témoins de tant de chagrin et qui étaient désormais témoins de joie. Dans la petite cabane sous les sommets éternels, 3 personnes brisées avaient trouvé la plénitude l'une dans l'autre. Elles avaient appris que parfois les plus grands trésors se cachent sous l'apparence des plus grandes épreuves, et que l'amour, le véritable amour, pouvait naître dans les endroits les plus improbables. Les étoiles tournaient au-dessus de leur tête, anciennes et immuables, bénissant la petite famille en dessous qui s'était battue si fort pour son bonheur et avait gagné. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux rêves à poursuivre. Mais ce soir, il y avait de la musique, de la danse et la douce satisfaction d'une vie retrouvée après avoir été réduite en cendres par le désespoir. Un foyer, une famille, la liberté, l'amour. Des mots simples qui renfermaient toutes les richesses du monde pour ceux qui avaient presque tout perdu. L'homme des montagnes qui avait acheté une mariée rejetée avait trouvé un trésor inestimable.
et elle avait trouvé en lui le refuge dont elle n'avait jamais osé rêver. Leur histoire serait racontée autour des feux de montagne pendant des générations. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour pouvait fleurir comme des fleurs sauvages au printemps. Têtu, magnifique et absolument imparable. Merci d'avoir écouté cette histoire d'amour du Far West. Où appréciez-vous ces récits? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et échangeons. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West et de partager vos impressions sur le parcours de Jed et Mara. Votre soutien est important.